Bonjour mes chers amis. Je m'appelle Régine, j'ai 79 ans et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus bouleversante de ma vie. Une histoire d'amour, de famille et surtout d'une surprise que jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer. Cela s'est passé ici, à Nancy, dans cette belle ville de Lorraine où j'ai vécu toute ma vie. Vous savez, quand on vieillit, les journées se ressemblent que souvent. Depuis que mon cher Henri nous a quittés il y a 8 ans, ma routine était devenue aussi prévisible que les cloches de la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation qui sonnent chaque matin à 8 heures. Je me réveillais vers 7 heures. Je préparais mon thé Earl Grey, une habitude que j'avais gardée depuis notre voyage à Londres en 1987. Puis je m'installais près de la fenêtre de mon petit appartement, rue Saint-Dizier, pour regarder les étudiants se presser vers l'université. Cette ville universitaire avait toujours eu cette énergie particulière, cette effervescence de la jeunesse qui me rappelait l'époque où mes propres enfants couraient dans les rues pavées du centre historique. L'automne 2024 avait été particulièrement pluvieux. Les feuilles dorées des platanes de la place Stanislas tombaient comme des larmes, et moi, je me sentais un peu comme CES arbre. Et dépouillé, fatigué, attendant l'hiver, avec une résignation qui me pesait sur le cœur. Mes enfants venaient pas me voir, bien sûr. Mon fils aîné, Philippe, passe tous les dimanches avec sa femme et leurs jumeaux de 15 ans. Et ma fille cadette, Isabelle, 42 ans, divorcée, mère d'une petite Léa de 8 ans. Elle vient 2 fois par semaine, toujours inquiète, toujours à vérifier que je mange bien, que je prends mes médicaments. « Maman, tu ne peux pas rester seule comme ça », me disait-elle souvent en rangeant mes courses dans la petite cuisine. Papa n'aurait pas voulu te voir t'enfermer ainsi. Mais comment lui expliquer qu'à mon âge, on ne cherche plus vraiment? On s'habitue à la solitude comme on s'habitue au rhumatisme. C'est là, ça fait mal parfois, mais on apprend à vivre avec. C'est un mardi matin, fin octobre, que tout a basculé. J'étais au marché central, sous les halles de métal et de verre construites au XIXe siècle, en train de choisir mes pommes chez Madame Bertrand, la même marchande depuis 20 ans, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'aider? Je ne sais jamais choisir les bonnes poires. » Je me suis retournée. Un homme de ma génération, cheveux blancs, soigneusement peignés, yeux bleus comme un ciel d'été, sourire un peu timide. Il portait un manteau de laine gris élégant et tenait un panier d'osier d'une main légèrement tremblante. « Oh, pour les poires, il faut presser doucement près de la queue, » ai-je dit en m'approchant. « Si ça cède légèrement, c'est qu'elles sont parfaites. Regardez. » Nos mains se sont effleurées quand je lui ai montré. Un frisson étrange, que je croyais appartenir au passé, a parcouru mon bras. « Je m'appelle Gérard, m'a-t-il dit. Gérard Moreau. Je viens d'emménager rue Héré, dans cette résidence pour seniors près du parc Sainte-Marie. »« Régine Dubois ?» ai-je répondu. « J'habite pas très loin, rue Saint-Dizier. » Nous avons continué nos courses ensemble, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Gérard me racontait qu'il venait de Metz, qu'il avait déménagé à Nancy pour être plus proche de son fils médecin à l'hôpital central. Sa femme était décédée l'année précédente, et comme moi, il découvrait cette solitude nouvelle qui change le goût même du café du matin. « Est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi ?» m'a-t-il demandé alors que nous sortions du marché. Il y a CE Petit Café sur la place Carnot, le Stanislas, qui a l'air charmant. Mon cœur s'est emballé comme celui d'une jeune fille. 79 ans, et voilà que je rougissais. J'ai accepté, bien sûr. Le café. Le Stanislas, avec ce mur de pierre blonde et ses petites tables en bois, est devenu notre rendez-vous quotidien. Chaque matin à 10 heures, Gérard m'attendait, toujours avec ce même sourire bienveillant. Nous parlions de tout, de nos vies passées, de nos enfants, de nos lectures. Gérard était un ancien professeur de littérature au lycée Faber de Metz, et il avait cette façon poétique de décrire les choses qui me faisait redécouvrir la beauté du monde. Regardez comme la lumière danse sur les façades dorées de la place Stanislas, me disait-il en désignant la fenêtre. Nancy a cette particularité unique. Elle change de visage selon l'heure et la saison. Avec lui, j'ai recommencé à sourire vraiment. Nous nous promenions dans le parc de la Pépinière où les dernières roses d'automne s'accrochaient encore aux buissons. Nous visitions les musées que je n'avais plus vus depuis des années. Le musée des Beaux-Arts, l'école de Nancy avec ses merveilles, Art Nouveau. Un soir de novembre, alors que nous marchions le long du canal qui traverse la ville, Gérard s'est arrêté sous un réverbère. La lumière dorée illuminait son visage ridé,
Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'osais plus espérer. « Régine », m'a-t-il dit en prenant mes mains dans les siennes. « Je sais que nous ne sommes plus des jeunes gens, mais j'aimerais que vous sachiez que ces derniers mois ont redonné des couleurs à ma vie. Ces mots simples ont fait fondre les dernières barrières que j'avais construites autour de mon cœur. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, je me sentais vivante, vraiment vivante. Mais bien sûr, rien n'est jamais simple dans la vie. Décembre était arrivé avec son cortège de lumière de Noël qui transformait Nancy en féerie. Les illuminations de la rue Saint-Jean scintillaient comme des étoiles tombées du ciel et le marché de Noël sur la place Stanislas embaumait la cannelle et le vin chaud. Gérard et moi étions devenus inséparables. Nous passions nos après-midi à jouer aux cartes dans mon salon, lui assis dans le fauteuil bleu d'Henri, chose qui m'avait pris du temps à accepter, je l'avoue. Nous cuisinions ensemble. Il préparait une quiche lorraine extraordinaire. Moi, mes madeleines, dont le secret m'avait été transmis par ma grand-mère. L'amour à notre âge, voyez-vous, c'est différent. C'est fait de petits gestes tendres, de conversations profondes, de silences complices. C'est moins passionnel que dans la jeunesse, mais plus précieux peut-être, car on sait que le temps nous est compté. Un dimanche de décembre, j'ai pris ma décision. Philippe venait déjeuner avec sa famille, comme d'habitude, et j'avais invité Isabelle et la petite Léa. Je voulais leur présenter Gérard. « Maman, tu es rayonnante aujourd'hui », m'a dit Philippe en arrivant vers midi, ce jumeau dans son sillage comme toujours. « Tu as changé quelque chose ?» J'ai souri. « J'ai quelque chose d'important à vous dire, mes chéris. » Isabelle est arrivée peu après, Léa accrochée à sa main. Ma petite fille m'a sauté au cou comme elle le fait toujours, et j'ai humé cette odeur si particulière de l'enfance, mélange de shampoing aux fruits et de joie pure. « Mamie, tu as fait des madeleines ?» s'est exclamée Léa en découvrant la table dressée dans la salle à manger. « Oui, ma chérie, et nous avons un invité spécial aujourd'hui. » Le visage d'Isabelle s'est immédiatement assombri. Depuis le divorce avec le père de Léa, elle était devenue méfiante envers tout changement, toute nouveauté qui pourrait bouleverser son équilibre fragile. Quand Gérard a sonné à la porte, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Je suis allée ouvrir et il était là, élégant dans son costume marine, un bouquet de chrysanthèmes jaunes à la main, des fleurs qu'on offre traditionnellement aux personnes âgées, ai-je pensé avec tendresse. « Bonjour, ma chère Régine », m'a-t-il dit en déposant un baiser léger sur mes joues. « Vous êtes magnifique. » Je l'ai fait entrer dans le salon, où ma famille l'attendait. L'atmosphère était électrique. « Mes enfants, je vous présente Gérard Moreau », ai-je annoncé, ma voix tremblant légèrement. « Gérard, voici Philippe, mon fils, sa femme Marie-Claire, et les jumeaux Lucas et Emma. Et voici Isabelle, ma fille cadette, et ma petite-fille Léa. » Philippe s'est levé, a serré la main de Gérard avec cette politesse un peu froide typiquement française. Marie-Claire a murmuré un « enchanté » poli. Les jumeaux ont à peine levé les yeux de leur téléphone. Mais Isabelle, oh Isabelle, elle est restée figée sur sa chaise, regardant Gérard comme s'il était un intrus, un voleur venu dévaliser sa maison. Le déjeuner a commencé dans une tension palpable. Gérard faisait des efforts louables pour engager la conversation, racontant ses souvenirs de professeur, parlant littérature avec Philippe, qui, je le savais, avait fait des études de lettres dans sa jeunesse. « J'ai enseigné Balzac pendant 40 ans, disait Gérard, et je découvre encore des nuances dans ces descriptions de la société française. » Philippe commençait à se détendre. « J'ai toujours admiré le père Goriot, répondait-il. Cette analyse de l'ambition et de l'argent dans Paris. » Même la petite Léa semblait charmée par Gérard, qui lui racontait des anecdotes amusantes sur ses anciens élèves. Mais Isabelle restait murée dans son silence, jouant nerveusement avec sa alliance. Oui, elle portait encore son alliance malgré le divorce. C'est au moment du dessert que l'orage a éclaté. Gérard venait de complimenter mes madeleines, disant qu'elle lui rappelait celle de sa grand-mère alsacienne, quand Isabelle a brusquement repoussé sa chaise. « Ça suffit !» a-t-elle explosé, se levant si violemment que sa tasse de café s'est renversée sur la nappe brodée qu'Henri m'avait offerte pour nos noces d'or. Tout le monde s'est figé. Léa s'est mise à pleurer. « Isabelle, qu'est-ce qui te prend ?» a demandé Philippe, choqué. Mais ma fille cadette ne l'écoutait pas. Elle me regardait, moi, avec dans les yeux une douleur si profonde que j'en ai eu le souffle coupé. « Comment peux-tu faire ça, maman? Comment peux-tu faire ça à papa ?» Sa voix montait, se brisait. Les larmes coulaient sur ses joues,
Et j'ai vu ma petite fille de 42 ans redevenir l'enfant de 10 ans qui pleurait quand son papa partait en voyage d'affaires. Papa t'aimait plus que tout au monde, et toi, tu remplaces sa place à table par lui. Elle pointait Gérard du doigt, et le pauvre homme semblait vouloir disparaître sous terre. Isabelle, je t'en prie, calme-toi, ai-je essayé de dire, mais elle ne m'écoutait plus. Non, je ne me calmerai pas. Je préfère mourir seule que te voir avec elle. Ces mots terribles ont résonné dans ma salle à manger comme un coup de tonnerre. Le silence qui a suivi était assourdissant. On n'entendait plus que les sanglots étouffés de Léa et le tic-tac de la vieille pendule de famille. Gérard s'est levé doucement. « Je pense qu'il vaut mieux que je m'en aille », a-t-il murmuré, la voix brisée. « Non », ai-je dit fermement, me levant à mon tour. « Non, Gérard, restez. » J'ai regardé ma fille, cette femme que j'avais mise au monde, élevée, aimée, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais pas ma volonté. Non, ça jamais. « Assieds-toi, Isabelle », ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. « Il est temps qu'on parle. » Le reste du déjeuner s'est déroulé dans un malaise terrible. Philippe et Marie-Claire sont partis rapidement, emmenant les jumeaux qui sentaient bien que quelque chose n'allait pas. Gérard a insisté pour m'aider à débarrasser. Ce geste précautionneux trahissant son embarras. « Je ne veux pas être une source de conflit dans votre famille, ma chère Régine », m'a-t-il chuchoté en empilant les assiettes. « Vous n'y êtes pour rien, Gérard. C'est plus compliqué que vous ne le pensez. » Isabelle était restée, assise sur le canapé du salon. Léa, endormie contre elle. Quand Gérard est parti vers 16 heures, après m'avoir embrassé le front avec une tendresse infinie, ma fille et moi nous sommes retrouvés seuls. Le silence s'étirait entre nous comme un gouffre. Dehors, la pluie de décembre tambourinait contre les fenêtres de l'appartement, et les réverbères de la rue Saint-Dizier commençaient à s'allumer dans la pénombre précoce. « Pourquoi, Isabelle ?» ai-je fini par demander. « Pourquoi cette violence ? Pourquoi cette colère ?» Elle a levé vers moi des yeux rougis par les larmes. « Tu ne comprends pas, maman. Tu ne peux pas comprendre. Alors, explique-moi. » Ma fille a caressé les cheveux de Léa endormie, et j'ai vu passer sur son visage toute une gamme d'émotions. Tristesse, colère, mais aussi quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Papa » a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. « Qu'est-ce qu'il y a avec papa ? Papa était mon héros, maman, mon modèle, l'homme parfait. » J'ai senti mon estomac se nouer. Où voulait-elle en venir ? Quand il est mort, j'ai eu l'impression que toutes mes références s'écroulaient. Thomas venait de me quitter. Je me retrouvais seule avec Léa, et j'ai eu besoin de me raccrocher à quelque chose d'immuable. Alors je me suis dit, au moins, l'amour entre papa et toi, ça c'était vrai. C'était beau, c'était éternel. Elle s'est mise à pleurer à nouveau. Et maintenant, tu arrives avec cet homme, et j'ai l'impression que tu salis cette mémoire, que tu prouves que finalement, papa était remplaçable. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Comment ma propre fille pouvait-elle penser une chose pareille ? « Isabelle, regarde-moi » ai-je dit en m'asseyant près d'elle. « Ton père et moi, nous avons eu 52 ans de mariage, 52 ans d'amour, de complicité, de disputes aussi parfois, de réconciliation. Crois-tu vraiment qu'un homme de 80 ans pourrait effacer tout ça ?» Elle a secoué la tête, mais je voyais bien qu'elle n'était pas convaincue. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Quelque chose que tu ne me dis pas. » Isabelle a regardé sa fille endormie, puis moi, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle se livrait un combat intérieur terrible. « Maman, est-ce que papa et toi, vous vous êtes toujours aimés ? Vraiment ? Toujours ? » Cette question m'a surprise. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi me demandes-tu ça ?» Elle a hésité, puis « Parce que j'ai trouvé quelque chose, l'année dernière, en rangeant les affaires de papa dans le grenier. Une lettre qu'il n'a jamais envoyée. Mon sang s'est glacé. Quelle lettre ?» Isabelle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe jaunie que j'ai reconnue immédiatement. L'écriture d'Henri, cette écriture que j'avais tant aimée. Elle était cachée dans son vieux cartable de comptable, celui qu'il gardait au grenier. Une lettre adressée à une certaine Madeleine. Une lettre d'amour, maman. Le monde s'est arrêté de tourner. Madeleine. Ce nom que j'avais tenté d'oublier pendant tant d'années venait de ressurgir du passé comme un fantôme. « Tu l'as lu ?» ai-je murmuré. « Non. Enfin si, les premières lignes. Ma chère Madeleine, je pense à toi chaque jour. Si les choses avaient été différentes, je n'ai pas pu continuer.
Mes mains tremblaient. Après toutes ces années, Henri avait gardé cette lettre. Cette lettre qu'il n'avait jamais envoyée à Madeleine Rousseau, sa collègue du bureau comptable, cette femme dont j'avais été si jalouse dans les années 70. « Donne-moi cette lettre », ai-je dit d'une voix ferme. « Maman, non, tu vas souffrir. »« Isabelle, donne-moi cette lettre. » Elle me l'a tendue avec réticence. J'ai ouvert l'enveloppe, et là, sous la lumière tamisée du salon, j'ai lu les mots que mon mari avait écrits mais jamais envoyés. « Ma chère Madeleine, je pense à toi chaque jour. » Si les choses avaient été différentes, si nous nous étions rencontrés avant que je ne rencontre Régine, que serions-nous devenus? Je sais que tu pars bientôt pour Lyon avec ton mari. Je voulais juste te dire que ces moments volés au bureau resteront parmi les plus beaux de ma vie. Mais je ne peux pas, Madeleine. Je ne peux pas quitter ma famille. Régine mérite mieux que ça, et mes enfants aussi. Je préfère garder ces sentiments comme un secret précieux plutôt que de détruire ces que j'ai construits. Pardonne-moi. Henri. J'ai replié la lettre lentement. Mon cœur battait, mais étrangement, je n'éprouvais ni colère ni jalousie. Après toutes ces années, je comprenais enfin pourquoi Henri avait été si distant pendant cette période, au début des années 70. Pourquoi il rentrait tard du bureau? Pourquoi il semblait parfois ailleurs? Tu vois, maman, sanglotait Isabelle. Papa n'était pas parfait. Il a failli te tromper. Et maintenant, toi aussi tu remplaces quelqu'un qu'on croyait irremplaçable. J'ai regardé ma fille avec une compassion immense. Elle avait 42 ans, mais elle se comportait encore comme une enfant qui découvre que ses parents ne sont pas des super-héros. Ma chérie, ai-je dit en m'asseyant près d'elle, cette lettre ne change rien à l'amour que ton père et moi avons partagé. Au contraire. Comment peux-tu dire ça? Parce que ton père a choisi de rester. Il aurait pu partir avec Madeleine, mais il a choisi sa famille. Il a choisi l'amour véritable plutôt que la passion. Isabelle me regardait sans comprendre. L'amour, ma chérie, ce n'est pas l'absence de tentation. C'est le choix quotidien de rester malgré les tentations. Et ton père, chaque jour pendant 40 ans après cet épisode, a choisi de m'aimer. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Isabelle évitait mes appels, et même Gérard, sentant la tension familiale, avait pris distance. « Je ne veux pas être responsable d'une rupture entre vous et vos enfants », me répétait-il quand nous nous croisions au marché. Mais moi, je n'arrivais pas à oublier cette lettre. Quelque chose me chiffonnait, quelque chose d'important que je n'arrivais pas à définir. Un soir de janvier, alors que la neige recouvrait Nancy d'un manteau immaculé, j'ai pris une décision. J'ai sorti de ma commode la boîte à souvenirs où je gardais toutes les lettres d'Henri, celles qu'il m'envoyait quand il était en déplacement, celles qu'il m'avait écrites pendant nos fiançailles. J'ai comparé les écritures. Et là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La lettre à Madeleine était écrite au stylo bille bleu, mais Henri n'utilisait jamais de stylo bille. Il était maniaque avec ce stylo plume, une habitude qu'il avait gardée depuis ses études de comptabilité. De plus, certaines expressions ne lui ressemblaient pas. Henri n'aurait jamais écrit « moment volé ». C'était trop lyrique pour lui, trop romantique. J'ai examiné l'écriture plus attentivement, et soudain, j'ai eu un doute horrible. Le lendemain matin, j'ai appelé Isabelle. « Il faut que tu viennes, tout de suite. Apporte la lettre. »« Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« Apporte la lettre, Isabelle. S'il te plaît. » 1 heure plus tard, elle était chez moi, l'air inquiet. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine, celle où Henri et moi prenions notre petit déjeuner chaque matin pendant des décennies. « Isabelle, cette lettre, où exactement l'as-tu trouvée ?»« Dans le cartable de papa, je te l'ai dit. »« Pourquoi ? Dans quelle pochette ? Décris-moi précisément. » Elle a froncé les sourcils. « Dans la pochette avant, avec d'autres papiers. »« Quels autres papiers ? Des anciennes factures, des reçus, et... » Elle s'est arrêtée net. « Et quoi, Isabelle ? Et des devoirs d'élèves, de très vieux devoirs d'élèves que papa avait gardés. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. « Des devoirs de quelle matière ? De français, des rédactions. » Ah, nous nous sommes regardés, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle comprenait enfin. « Isabelle, ton père n'était pas professeur de français. Il était comptable. » Elle a pâli. « Cette lettre n'était pas de ton père. C'était un devoir d'élève qu'il avait gardé, un exercice de style peut-être, ou une rédaction sur le thème de l'amour impossible. » Les mains d'Isabelle tremblaient. « Mais pourquoi papa aurait-il gardé ça ?
J'ai souri à travers mes larmes. Tu connais ton père. Il gardait tout. Tu te souviens de tous ces cartons au grenier. Il n'a jamais rien jeté de sa vie. Ma fille s'est effondrée sur la table, secouée de sanglots. Mais cette fois, c'était un des sanglots de soulagement. Maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. J'ai tout gâché. J'ai fait de la peine à pauvre monsieur Gérard. J'ai gâché ton bonheur, j'ai... Chut, ai-je dit en la prenant dans mes bras comme quand elle était petite. Tu as eu mal, ma chérie. Tu as eu peur de perdre ton papa une deuxième fois. Nous sommes restés longtemps enlacés, ma fille et moi, pleurant ensemble toutes les larmes que nous avions retenues depuis des mois. Le soir même, j'ai appelé Gérard. « Pourriez-vous venir demain ? Isabelle aimerait s'excuser. » Le lendemain, quand ma fille a serré Gérard dans ses bras en lui demandant pardon, j'ai su que nous avions franchi une étape importante. Mais la vraie surprise, la vraie révélation, était encore à venir. 2 semaines plus tard, Isabelle est venue me voir avec une expression étrange sur le visage. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. À propos de papa. Mon sang n'a fait qu'un tour. Encore des lettres ? Non. Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. » Elle s'est assise en face de moi, a pris mes mains dans les siennes. Le jour où papa est mort, à l'hôpital, ce dernier mot n'était pas ceux que je t'ai rapportés. J'ai senti le monde vaciller autour de moi. Henri était mort pendant que j'étais sortie acheter du café à la cafétéria de l'hôpital. Seule Isabelle était présente à ce moment-là. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'avais dit qu'il avait murmuré « Régine, je t'aime. » Mais CE n'était pas ça. Ma fille pleurait à nouveau, mais doucement cette fois. Il a dit « Dis à Régine qu'elle doit être heureuse. Dis-lui qu'elle doit vivre encore, aimer encore. Promets-moi qu'elle ne restera pas seule. » Ces mots ont explosé dans ma tête comme un feu d'artifice. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Parce que j'étais égoïste, maman. Parce que je voulais te garder pour moi toute seule. Je voulais que tu restes la veuve de papa, que tu continues à l'aimer lui, et lui seulement. Je ne supportais pas l'idée que tu puisses recommencer. J'ai fermé les yeux, et j'ai revu Henri sur son lit d'hôpital, ce sourire faible mais déterminé qu'il avait eu dans ses derniers instants. Bien sûr qu'il aurait dit ça. C'était tellement lui, tellement généreux, de penser à mon bonheur même dans ce dernier moment. Mais quand j'ai vu à quel point tu étais épanouie avec monsieur Gérard, a continué Isabelle, j'ai réalisé que je t'avais menti, et cette histoire de lettres n'était qu'un prétexte pour continuer à te mentir. Nous avons pleuré ensemble, ma fille et moi. Pleuré de soulagement, de réconciliation, mais aussi de gratitude envers Henri, qui même dans la mort continuait à nous aimer. Le mois suivant, c'est Isabelle elle-même qui a organisé un dîner pour présenter officiellement Gérard à toute la famille. Et quand mon cher ami a glissé à mon doigt une bague de fiançailles, une simple alliance en or blanc ornée d'un petit diamant, c'est ma fille qui a applaudi la première. Aujourd'hui, Gérard et moi vivons ensemble dans un petit appartement avec vue sur la place Stanislas. À 80 et 82 ans, nous prouvons chaque jour qu'il n'y a pas d'âge pour aimer. Et Isabelle, elle a rencontré un homme merveilleux, un veuf lui aussi, père de 2 enfants. L'amour, voyez-vous, appelle l'amour. Parfois, le soir, quand nous nous promenons sur la place Stanislas illuminée, Gérard et moi parlons d'Henri. Car oui, on peut aimer quelqu'un tout en gardant précieusement le souvenir d'un autre amour. Le cœur n'a pas de limite de capacité. Cette histoire, mes chers amis, je la partage avec vous pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux, que l'amour n'a pas d'âge, et que parfois, les plus belles surprises arrivent quand on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages authentiques qui célèbrent la beauté de la vie à tout âge. Partagez vos propres histoires en commentaire. Vous n'imaginez pas à quel point vos récits peuvent inspirer et réconforter d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires. Avec toute ma tendresse, Régine. Mes chers amis, 3 années se sont écoulées depuis cette histoire qui a bouleversé ma vie, et vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour savoir ce qui s'était passé ensuite. Aujourd'hui, assise dans notre petit salon qui donne sur les jardins de la place Stanislas, je prends la plume pour vous raconter la suite de notre belle aventure. Gérard et moi nous sommes mariés en juin 2025, par une matinée ensoleillée qui baignait Nancy d'une lumière dorée. Pas un grand mariage, bien sûr, à nos âges, les fastes nous importent peu, mais une cérémonie intime à la mairie de Nancy,
dans cette salle des mariages aux boiseries centenaires où tant de couples ont échangé leurs vœux. J'avais choisi une robe en crêpe bleu marine, très simple, et Gérard portait son plus beau costume gris perle. Isabelle était notre témoin, radieuse dans sa robe rose poudrée, et Philippe, ému malgré sa réserve habituelle, nous a accompagnés à l'orgue. Oui, mon fils sait jouer de l'orgue, un talent caché que peu connaissent. La petite Léa, 11 ans maintenant et devenue une vraie demoiselle, avait insisté pour porter nos alliances sur un cousin brodé qu'elle avait confectionné elle-même. « Mamie Régine et papy Gérard », disait-elle fièrement à tous ceux qui voulaient l'entendre, car oui, elle l'avait adopté immédiatement comme grand-père de cœur. Le maire, un homme d'une 50aine d'années au sourire bienveillant, nous a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il est rare de célébrer des mariages où l'amour se lit si clairement dans les regards. Vous nous rappelez que les plus belles histoires commencent parfois quand on pense qu'elles sont terminées. Notre voyage de noces, une semaine en Alsace, dans la région natale de Gérard. Nous avons séjourné à Strasbourg, dans un petit hôtel près de la cathédrale. Et chaque matin, nous prenions notre petit déjeuner en terrasse, en regardant les touristes découvrir la beauté de cette ville franco-allemande. Gérard me faisait découvrir ce souvenir d'enfance. La boulangerie où sa mère achetait les bretzels, l'école primaire où il avait appris à lire, la librairie où il avait acheté son premier livre de poésie. « Tu vois, ma chère Régine, » me disait-il en me montrant le Rhin qui serpentait majestueusement. « J'ai l'impression de revivre ma jeunesse, mais avec la sagesse de l'âge et le bonheur de t'avoir à mes côtés. » De retour à Nancy, nous nous sommes installés dans un 3 pièces au 3e étage d'un immeuble bourgeois de la rue Stanislas. Oui, nous habitons maintenant sur la plus belle place de France. Notre appartement a de grandes fenêtres qui laissent entrer une lumière magnifique. Et le matin, nous prenons notre café en regardant les facades 18 degrés siècle se réveiller doucement. Gérard a aménagé un petit bureau où il écrit ses mémoires. Car figurez-vous que mon mari, quel bonheur de pouvoir dire ce mot, a décidé de raconter ses 40 années d'enseignement. Chaque élève était une histoire, me dit-il. Je veux laisser une trace de toute CESV que j'ai eu l'honneur de côtoyer. Non, moi je me suis remise à la couture, une passion que j'avais délaissée depuis des années. J'ai installé ma machine Singer de 1960 près de la fenêtre et je confectionne des vêtements pour Léa et les 2 enfants de Nicolas. Oui, c'est le nom du compagnon d'Isabelle, un homme merveilleux qui travaille comme kinésithérapeute à l'hôpital central. Car oui, mes chers amis, ma fille a trouvé l'amour elle aussi. Nicolas, 45 ans, veuf depuis 3 ans, père de 2 adolescents charmants, Maxime, 15 ans, passionné de football, et Chloé, 13 ans, qui rêve de devenir vétérinaire. Au début, Léa était un peu jalouse de devoir partager sa maman, mais maintenant, cette fratrie recomposée forme une vraie équipe. L'été dernier, nous avons tous loué une grande maison en Normandie, près de Deauville. 3 générations sous le même toit pendant 15 jours. Gérard enseignait l'histoire locale aux enfants, je préparais mes fameux gâteaux normands, Isabelle et Nicolas organisaient des tournois de pétanque sur la plage et Philippe, avec sa famille, nous rejoignait les week-ends. Un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil sur la Manche, Maxime, le fils de Nicolas, s'est approché de moi. « Mamie Régine », m'a-t-il dit, car lui aussi m'appelle Mamie maintenant. « Tu crois que papy Henri aurait été content de te voir si heureuse ?» Cette question m'a émue aux larmes. Oui, mon grand. Je crois même qu'il aurait adoré Gérard. Ils auraient parlé histoire ensemble pendant des heures. Et toi, tu l'aimes encore, papy Henri ? J'ai souri. Bien sûr, mon chéri. On peut aimer plusieurs personnes dans sa vie, tu sais. Le cœur n'est pas un vase qui se vide quand on y ajoute quelque chose. C'est plutôt comme un jardin qui s'épanouit quand on y plante de nouvelles fleurs. Cette conversation avec Maxime m'a fait réaliser combien nos histoires d'amour tardif avaient un impact sur les plus jeunes. Léa me confie souvent qu'elle n'a plus peur de vieillir, car elle sait maintenant que, même très vieux, on peut encore tomber amoureux. Et les jumeaux de Philippe, Emma et Lucas, maintenant âgés de 18 ans et étudiants à l'université de Nancy, nous présentent fièrement à leurs amis comme les amoureux de la famille. Notre quotidien, il est fait de petits bonheurs simples. Chaque matin, Gérard prépare le thé pendant que je lis le journal local, l'Est républicain. Nous commentons les nouvelles du jour. Nous nous inquiétons pour la planète que nous laisserons aux enfants. Nous nous réjouissons des petites victoires du quotidien. L'après-midi, nous nous promenons. Nos jambes ne nous portent plus aussi loin qu'avant.
Mais nous avons découvert tous les bancs publics de Nancy. Nous avons nos habitudes. Le lundi au parc de la Pépinière, le mercredi au jardin botanique du Montet, le vendredi place de la Carrière. Et chaque samedi, fidèles à notre tradition, nous prenons un café au Stanislas, à cette même table où tout a commencé. Gérard a maintenant 85 ans, et moi 82. Nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a 3 ans. Lui a des problèmes de dos qui l'obligent à utiliser une canne, moi j'ai développé de l'arthrose dans les mains qui rend la couture plus difficile. Mais savez-vous quoi? Nous nous adaptons, nous nous entraidons, nous vieillissons ensemble avec grâce et dignité. L'autre jour, Gérard m'aidait à enfiler ma veste. Mes épaules sont raides le matin, et il m'a dit « Tu sais, ma chère Régine, je n'avais jamais imaginé que les dernières années de ma vie seraient les plus belles. » Moi non plus, je ne l'avais pas imaginé. À 79 ans, j'étais résignée à finir mes jours seule. Et voilà qu'à 82 ans, je me réveille chaque matin avec l'impatience de partager ma journée avec l'homme que j'aime. Car oui, mes chers amis, l'amour après 70 ans existe. Il est possible, il est même magnifique. Il n'a pas la fougue de la jeunesse, mais il a quelque chose de plus précieux, la certitude. Nous savons que nous nous aimons, nous savons que le temps nous est compté, alors nous ne perdons pas une minute en querelle futile ou en malentendu. Bien sûr, tout n'est pas toujours rose. Gérard a ses habitudes de vieux garçon, moi les miennes de vieille fille. Il laisse traîner ses lunettes partout, je range trop compulsivement. Il écoute France Inter trop fort le matin. Je chantonne en préparant les repas CE qui l'agacent parfois. Mais ces petites disputes font partie du charme de la vie à deux, non? Et puis, il y a les moments difficiles. L'année dernière, j'ai fait un malaise cardiaque. Rien de grave, mais assez pour nous rappeler notre fragilité. Voir Gérard pleurer dans la salle d'attente de l'hôpital m'a brisé le cœur. « Je ne peux pas te perdre maintenant », me répétait-il. « Pas maintenant que j'ai retrouvé goût à la vie. » Nous en avons parlé, bien sûr, de la mort, de nos peurs, de CE qui arrivera quand l'un de nous partira. Nous avons fait notre testament ensemble, choisi nos places au cimetière sud de Nancy. Oui, nous reposons côte à côte pour l'éternité. Mais nous avons aussi décidé de ne pas gâcher notre présent avec CES pensées sombres. Nous avons eu la chance de nous trouver, me dit souvent Gérard. Profitons de chaque jour comme d'un cadeau. Et c'est exactement CE que nous faisons. Isabelle passe nous voir 3 fois par semaine, maintenant accompagnée de Nicolas et des enfants. Dimanche dernier, nous avons fêté l'anniversaire de Chloé, 14 ans déjà. Toute la famille était là, et en voyant cette tablée joyeuse dans notre salle à manger, j'ai pensé à Henri. J'ai senti qu'il approuvait, qu'il était fier de voir sa famille grandir et s'épanouir. Mes chers amis, si je vous raconte tout cela aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour aimer, pour recommencer, pour croire en l'avenir. À 82 ans, je planifie encore des projets. Gérard et moi parlons de visiter la Provence au printemps prochain, de prendre des cours d'aquarelle ensemble, d'apprendre l'italien. Pourquoi pas? L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte, c'est ce qu'on porte dans son cœur. Et moi, j'ai encore tant d'amour à donner, tant de bonheur à recevoir. Alors, si vous vous reconnaissez dans mon histoire, si vous pensez qu'il est trop tard pour vous, détrompez-vous. Sortez de chez vous, allez au marché, inscrivez-vous à une activité, souriez aux inconnus. L'amour se cache parfois là où on l'attend le moins. Et n'oubliez pas, nos enfants ont parfois peur de nous voir changer, parce que cela remet en question leur certitude. Mais avec de la patience et de l'amour, ils finiront par comprendre que notre bonheur fait aussi le leur. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles histoires, car la vie, mes chers amis, ne cesse jamais de nous surprendre. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez vos propres expériences et surtout, n'ayez jamais peur d'aimer, quel que soit votre âge. Avec toute ma tendresse et mes meilleurs vœux de bonheur, Régine Dubois-Moreau, Nancy, janvier 2028.